Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous faites partie de ces gens qui pensent que pour être un bon manager, il faut d'abord avoir été un bon technicien. Et je voudrais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Alors, c'est une erreur qui vient de notre passé. En fait, c'est un héritage qu'on a depuis qu'on avait des chefs. Pas des managers, des chefs. On va faire la distinction entre les deux. Le chef était nommé chef parce qu'il avait une compétence technique, un savoir, et son savoir était son pouvoir. C'est important, c'est parce qu'il avait ce savoir qu'il avait sa fonction, son poste. De fait, il n'avait aucun intérêt à partager son savoir. Si il partage son savoir et qu'il rend les autres plus compétents, ça met sa position en danger. Donc il prend le risque que quelqu'un le supplante en ayant le même savoir que lui. Pas de méchanceté là-dedans, mais je n'ai pas intérêt à faire grandir les autres. Donc j'ai plutôt intérêt à limiter la connaissance des autres pour les garder inférieurs en termes de connaissances. Ce qui fait que quand il y a un problème, plutôt que d'expliquer comment le résoudre, je préfère qu'on fasse appel à moi pour venir résoudre le problème. De fait, je dois être partout. Et quelque part, ça me va bien parce que à chaque fois que j'interviens pour résoudre un problème, j'étale mon savoir, j'étale ma connaissance. Qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce qu'il est fort, le chef? C'est pour ça qu'il est chef. C'est pour ça qu'il est chef, parce qu'il est techniquement fort. Comme ses collaborateurs ont besoin de lui, il doit être partout. Il doit être présent pour eux. J'insiste. D'où l'apparition de la phrase « Si tu as un problème, tu viens me voir. Je vais demander à ce qu'on m'appelle, à ce qu'on fasse appel à moi, s'il y a une problématique, s'il y a un souci, pour que je puisse venir le résoudre et étaler mon savoir sans le partager. » Dans ce fonctionnement, on voit bien que le chef est évidemment reconnu et respecté pour sa compétence technique. Le chef est reconnu pour sa compétence technique. Il y a une deuxième raison qui fait qu'on va nommer quelqu'un qui est techniquement bon, c'est qu'on peut mesurer la compétence technique. Votre technicien, il a une formation diplômante avec peut-être un bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5, je ne sais pas. Il a des années d'expérience, il a des résultats, des KPI, il a du chiffre d'affaires, il a des choses qu'on peut mesurer qui sont rassurantes. C'est facile. J'ai quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, j'en ai un autre qui a 5 ans d'expérience, j'en ai un avec ses 3 ans d'expérience, il a fait X des dizaines, centaines de chiffres d'affaires. Cet autre, avec ses 5 ans d'expérience, il a fait beaucoup plus, même ramené à l'année, il est bien meilleur. C'est lui le meilleur, c'est évident, on a des chiffres qui sont rassurants pour faire un choix, pour avoir une preuve qui va faire le choix. Et c'est une protection en même temps. Parce qu'en cas d'insatisfaction, je pourrais toujours me protéger derrière ça. Je ne pouvais pas savoir. Moi, j'ai choisi celui qui avait les meilleurs chiffres. Les chiffres sont rassurants, me permettent ce choix et me permettent de me protéger. Sauf que ça va être des choix qui sont en rapport avec sa technicité. On n'est pas toujours sur des choix qui sont en rapport avec la capacité managériale. Vous voyez déjà le delta? Il y a une étude qui a été faite par CEB Research qui a montré que 60% des nouveaux managers échouent dans leurs 2 premières années justement parce qu'ils n'arrivent pas à basculer de leur rôle de technicien à leur rôle de manager. Et c'est ce qui les fait échouer dans leur relation managériale avec leurs collaborateurs. C'est une des raisons aussi de ce schéma technique du burn-out. Comme je pense que je dois être indispensable, parce qu'encore une fois, j'ai été nommé pour ma compétence technique, que je dois être le meilleur des techniciens, que je dois être présent pour tous, et qu'en plus, j'ai moi-même une part de travail, une part de production, je me retrouverai partout en plus de mon travail. Vous vous rendez bien compte de la charge de travail? J'ai mon travail, j'ai le travail des autres, et en plus on a une fâcheuse tendance, vous le savez peut-être si vous êtes manager et que vous êtes concerné, à faire passer les autres avant soi. Donc les autres ont leur travail, les autres ont leurs problèmes, les autres font appel à moi pour régler leurs problèmes, et quand il me reste du temps, je fais mon travail, et si au bout du bout, il manque encore des choses parce que malgré mon accompagnement, malgré mon aide, le travail n'a pas été fait par l'équipe, qui est-ce qui va en prendre un peu plus, en ramener le soir à la maison ou travailler un petit peu le week-end? C'est souvent le manager. Et qui pense que c'est en faisant ça qu'il gagne ses galons de manager. On n'est plus sur le chef, il est très fort. Le chef, c'est Superman. C'est sa capacité à prendre sur ses épaules la charge de l'équipe en général. Je pense que ce que je vous dis là, vous avez peut-être tendance à vous dire « oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est normal. » Alors, je voudrais faire une analogie. On va sortir du monde de l'entreprise, on va aller dans le monde du sport. On prend une équipe de foot. Et dans cette équipe de foot, j'ai un très bon joueur qui est même devenu un super joueur. Et ce super joueur, j'ai envie de le faire évoluer et je vais le nommer entraîneur. Est-ce que c'est parce que j'ai été bon joueur que je vais devenir bon entraîneur? Je suis sûr que cette phrase, elle résonne déjà un petit peu différemment. Je suis un bon joueur. Je suis même un très bon joueur. Je suis reconnu comme tel. On me connaît, on me reconnaît comme un bon joueur. Puis en plus, c'est facile, le nombre de buts, les statistiques sur les passes décisives, même mes statistiques personnelles, mon accélération, ma volumétrie cardiaque, ma volumétrie respiratoire. On sait que je suis le meilleur, il n'y a pas de doute. Les chiffres parlent pour moi, personne n'en doute, tout le monde le sait. Et quand on me nomme manager, quand on me nomme entraîneur, tout le monde trouve ça normal. J'ai même un niveau
où je peux rattraper les erreurs des autres. C'est normal que je sois nommé manager. S'il y a bien quelqu'un qui mérite d'avoir une promotion, c'est moi. Et vraiment, ça pose de problème à personne. Personne n'est surpris, tout le monde est content et même tout le monde est rassuré. Avec un tel entraîneur, on va gagner plein de matchs, on va marquer plus de points grâce à lui, c'est sûr. Donc, l'avenir va être magnifique. Petite parenthèse, le passage de joueur à entraîneur, il y a souvent une raison physique. L'âge va jouer, je sens ma fin de carrière arriver et je vais commencer à me préparer à autre chose. Et là, je lorgne sur le poste d'entraîneur pour continuer à évoluer dans mon club, dans mon sport, dans mon domaine. Il n'y a pas cette limite dans le monde de l'entreprise. Sauf que si vous regardez bien, il y a des évolutions techniques qui peuvent jouer et qui font que peut-être je suis plus dans les mêmes capacités que les jeunes collaborateurs ou que moi-même quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise avec mes connaissances en sortant de l'école ou mes connaissances en venant d'une autre entreprise, de ce que je pouvais apporter. Est-ce que je suis toujours au même niveau? C'est une question qu'on doit se poser de temps en temps. C'est évident quand on fait une activité physique et je pense que pour certains métiers physiques très forts, on sait bien qu'au bout d'un moment, soulever des parpaings, faire des kilomètres, c'est peut-être quelque chose qu'on a moins envie de faire et on va penser à une évolution, ce qu'on a moins dans des bureaux et dans des services, ce qu'on met de côté et ce qui ne pousse pas à l'évolution. Je fais une parenthèse, mais c'est un sujet sur lequel on pourra retravailler. Je reprends l'exemple de mon joueur, je viens d'être nommé entraîneur de cette équipe, et ce qui est intéressant, c'est pas de voir quand tout va bien, ce qui peut être intéressant, c'est de se voir qu'est-ce qui se passe quand l'équipe perd. On est en train de faire un match, ça se passe pas comme on veut, les joueurs sont pas en position, le nombre de points, on est en retard sur l'adversaire. Moi, je suis à l'extérieur, je vois ce qui se passe, je vois ce qui marche pas, je vois le manque d'agressivité de certains, je vois certains qui se sacrifient pas comme il faudrait. Je crie sur le bord, je leur dis quoi faire. Ça marche pas, ils y arrivent pas. Bon, j'en ai marre. Je mets mes crampons, je rentre sur le terrain, je fais sortir un joueur, je prends ma position, et là, ça va tellement mieux. Et je marque, et je rattrape, et on gagne grâce à ça. Super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Je suis monté sur le terrain, j'ai mis le crampon, j'ai rejoint l'équipe, j'ai sorti un joueur, et puis ça marche pas parce que justement, à cause de l'âge, ma vitesse, c'est pas vraiment ça, mon temps de réaction, ma précision, c'est plus ce que c'était, et malheureusement, j'arrive pas à rattraper. Qu'est-ce qui va se passer au moment où on va se tourner vers moi? Et on va me dire que c'est de ma faute si j'ai pas rattrapé le score. C'est de ma faute si on n'a pas gagné. C'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute de moi qui n'ai pas su rattraper. Il y a encore une fois un gros décalage entre le poste de l'entraîneur et c'est ce que vous attendez de l'entraîneur. Je crois que quelque part, les bons entraîneurs, les vrais entraîneurs, ceux que vous voyez à la télé, ils n'ont pas de crampons pieds. Les vrais entraîneurs, ils sont sur le bord du terrain en costume. C'est un autre métier. Ils n'ont même pas la tenue. Un bon entraîneur, il n'a même pas l'idée de rentrer sur le terrain. Les meilleurs joueurs, ils sont sur le terrain. Vous voyez la grosse différence? Le but d'un entraîneur, c'est pas de marquer. Le but d'un entraîneur, c'est de faire marquer. Qu'est-ce qu'on demande à un excellent joueur qui devient entraîneur? C'est pas de continuer à être un excellent joueur puisqu'il est devenu entraîneur. C'est de transmettre sa connaissance, son savoir, pour que tous les autres joueurs deviennent aussi bons que lui. Et au lieu d'avoir un joueur qui faisait gagner l'équipe, on peut en avoir 1, 2, 3, autant que nécessaire, s'il transmet son savoir. Mais en fait, est-ce que c'est une nécessité absolue d'avoir d'abord été un excellent joueur pour justement devenir un bon entraîneur? Je pense que c'est pas une obligation, je pense même que c'est un frein. Je vais même dire que c'est un piège et un frein à la fois. Alors pourquoi c'est un piège? Parce que si j'ai une compétence qui me permet de faire à la place d'eux, quand je fais à la place d'eux, l'autre ne fait pas et l'autre ne grandit pas. J'ai cette capacité à faire, de rentrer sur le terrain et de marquer le but qui nous manque, de prendre l'outil et de finir cette réparation que l'autre n'a pas réussi à faire, de reprendre mon téléphone et de conclure cette vente que mon commercial n'arrivait pas à terminer. Quand je fais, l'autre ne fait pas. Et s'il ne fait pas, il ne progresse pas. C'est un cercle vicieux. Plus je fais, moins l'autre sait faire. Moins il sait faire, plus il a besoin de moi. Plus il a besoin de moi, plus il va finir par me reprocher de ne pas avoir assez de disponibilité, de temps pour l'aider. Et donc, d'être un mauvais manager. Et quand moi j'entends ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire encore plus pour lui montrer que non, je ne suis pas un mauvais manager. Je vais me libérer plus de temps, je vais trouver du temps pour lui, je vais passer du temps avec lui, je vais l'aider sur ses missions difficiles, sur ses clients compliqués. Je vais l'aider, je vais intervenir. Et je retombe dans ce schéma où je fais à la place d'eux. Donc vous l'avez compris, ça c'est pas être manager. D'ailleurs, une étude de Harvard Business Review qui a montré que les entreprises où les managers ne délèguent pas voient 35% de turnover en plus. Je vous ai dit, c'est un piège et un frein à la fois. Pourquoi c'est un frein d'être un bon technicien pour être un bon manager? Parce que quand je suis un bon technicien, tout est évident pour moi. Plus je suis bon dans la technique, plus c'est quelque chose que je fais avec facilité, avec aisance, plus c'est difficile de le transmettre. Vous voulez apprendre la guitare, le surf, Excel ou la plomberie.
Vous allez voir votre meilleur ami, celui qui fait ça depuis des années, et il va vous dire, première chose qu'il va vous dire, ah ouais, t'as bien fait de venir me voir, tu verras, c'est facile. Tu verras, c'est facile. Pareil, parce que pour lui, c'est facile. C'est devenu facile pour lui. Il va vous montrer ce qu'il sait, il va vous montrer tout ce qu'il sait, il sera ravi de partager avec vous, c'est super. Mais il va peut-être pas vous montrer les bases. Alors, il va vous montrer ce qu'il semble être basique pour lui, mais il va pas vous montrer les vraies bases. Est-ce qu'il va prendre le temps de vous montrer comment on tient une guitare? Bah non, c'est bon, tout le monde sait comment on tient une guitare. Est-ce qu'il va vous faire travailler le rythme? Ah bah, non, le rythme, on doit l'avoir. Si c'est pour le surf, il va vous montrer sur le sable comment on fait des pop-up, comment on se relève sur la planche. Non, mais ça, on va aller jouer dans l'eau, on verra, tu l'apprendras vite. Non. Excel, comprendre la logique des cellules et des formules. Comprendre la logique des cellules et des formules. Vous voulez travailler sur votre liste de courses ou sur automatiser une partie de calcul de vos impôts. Lui, il va vous aider pour ça. Mais si vous n'avez pas compris les éléments, que vous allez trop vite dans des choses, et vous n'allez probablement pas tout comprendre. En plomberie, ce qui me concerne, c'est probablement le meilleur exemple, découvrir les outils spécifiques à la plomberie. Un coupe-tube ou de la filasse, ça parle à tout le monde, et c'est évident. Je ne sais même pas de quoi on parlait. Donc il a fallu qu'on me montre d'abord les outils avant même de toucher un tuyau et une fuite. La phrase, je crois, la plus dangereuse, c'est évident, tout le monde sait ça. C'est évident, tout le monde sait ça. Si c'est évident, je pense que tout le monde le sait, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Et c'est une erreur fatale de penser ça. De fait, quand on pense ça, on ne transmet pas bien, parce qu'on va survoler les sujets, et souvent pour gagner du temps. Parenthèse, c'est pour ça qu'il y a une différence de termes et de fonctions entre un entraîneur et un sélectionneur. Petit aparté. On l'a vu tout à l'heure, l'entraîneur, c'est le manager. Mais le sélectionneur, c'est pas la même chose. C'est quoi un sélectionneur? C'est un gars qui va prendre des joueurs pros qui connaissent déjà, sont déjà des super techniciens. C'est pas le même métier. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le manager, c'est le gars qui doit transmettre son savoir pour faire grandir des gens et les amener à son niveau de compétences techniques. Le sélectionneur, c'est une espèce de chef d'orchestre qui va réunir des gens qui ont déjà un niveau, une technicité particulière. C'est pas tout à fait la même chose. Pareil, je voulais juste vous mettre ça en tête parce que vous avez peut-être une équipe de techniciens ultra compétents, et vous avez peut-être des nouveaux qui viennent d'arriver. On ne va pas les manager de la même manière. Soit vous êtes entraîneur, soit vous êtes sélectionneur. Et dans certains cas, il faudra même juste être capitaine de l'équipe et montrer l'exemple. On en reparle quand vous voulez. Mais alors, qu'est-ce que je fais si je veux apprendre la guitare, la plomberie, etc. Moi, je vous conseille d'aller voir non pas un ami qui est un expert sur le sujet, mais peut-être d'aller voir un ami qui débute sur le sujet. Parce que cet ami qui débute dans le sujet, pour lui, tout est difficile. Et il comprend vos difficultés mieux que cet ami qui a pris beaucoup d'avance sur vous. Et comme il a des bases qui sont bien plus proches des vôtres, il va vous expliquer plus facilement les techniques qu'il a trouvées, les choses qu'il a découvert en premier. Il va vous donner les vraies bases qui vous permettront de passer de tout est difficile à finalement c'est pas compliqué et ça commence à venir. Et quand ça commence à venir, allez voir le technicien qui va pouvoir faire monter d'un cran. C'est la même chose avec vos équipes. Si vous avez une équipe de grands techniciens, peut-être que vous pouvez vous rapprocher de certains pour avoir des bases et apprendre auprès d'eux, pas automatiquement le contraire. Quel secret? La clé que je viens de vous donner là. Là, je viens de vous donner une clé très très importante. C'est que le rôle du manager, c'est d'abord de donner confiance. C'est d'abord de donner confiance. Le manager, c'est celui qui va être ce gars qui vous aide à démarrer, qui met le pied à l'étrier, qui va donner l'envie et qui va préparer le terrain pour l'expert technique qui prendra le relais. Parce que vous avez dans votre équipe certainement quelqu'un qui connaît mieux que vous le métier. Il est là depuis plus longtemps. Il est là depuis moins longtemps avec peut-être des choses beaucoup plus récentes. Il a un niveau technique qui fait que ça l'a passionné depuis toujours et vous n'aurez jamais son niveau technique. Puis en plus, vous êtes partagé entre du technique, de la stratégie, des réunions, que lui, il a tout son temps pour. Bref, essayez pas d'être le meilleur, ça a peu d'intérêt. Vous avez des gens qui sont meilleurs, reconnaissez-le. Si vous avez des gens qui sont aussi bons que ça, ils peuvent plutôt vous servir d'appui pour former les autres. Ce sera les reconnaître comme des excellents techniciens, reconnaître leurs compétences, les reconnaître tout court et leur donner des missions, des fonctions probablement plus intéressantes en faisant grandir les autres, même si vous n'êtes pas le meilleur par rapport à ça. Vous avez peut-être dans votre équipe des gens qui peuvent faire grandir les autres, vous avez peut-être dans un autre service des gens qui peuvent faire grandir les autres, vous avez peut-être des consultants qui peuvent venir faire grandir les autres, et puis vous avez peut-être tout simplement sur YouTube des trucs, des astuces, même dans votre domaine, qui peuvent faire grandir les gens. Vous voyez bien que cette compétence, on peut la trouver ailleurs. Cette confiance qui va me donner envie, c'est autre chose. Manager, c'est créer l'intérêt pour le sujet. Si on n'a pas de curiosité, d'envie d'apprendre, tout le reste est inutile. On ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. C'est impossible. Si vous êtes parent, vous le savez. C'est pas parce que votre enfant va à l'école
qu'il va apprendre des choses. C'est parce qu'il est intéressé à ce qu'il va découvrir à l'école et ailleurs. C'est la curiosité que vous allez développer. Il y a une jolie formule qui dit que le flux de connaissances acquises va être proportionnel à l'attention par le temps, le coefficient d'attention par le temps. Le flux de connaissances, la quantité de connaissances, c'est directement lié à l'attention que vous avez et au temps que vous avez pour travailler un sujet. Si le coefficient d'attention est très faible, vous pouvez mettre tout le temps que vous voulez. Encore une fois, l'exemple de l'école est très bon. Vous pouvez mettre tout le temps que vous voulez, vous aurez peu d'apprentissage derrière. Si à l'inverse, vous avez un coefficient d'attention très important sur un sujet qui vous passionne, vous trouverez le temps. Quand un sujet vous intéresse, vous trouvez le temps. Vous savez, vous avez ce livre passionnant que vous avez commencé, que vous avez dévoré. Pourquoi? Vous avez plongé dedans. Et pendant que vous lisiez, le temps s'arrête. On ne voit pas le temps passer. Et puis, c'est la même chose avec les réseaux sociaux, qui ont su créer un algorithme pour attirer votre attention, augmenter votre coefficient d'attention. Après, on peut discuter de la qualité de ce que vous y trouvez. Donc, si votre équipe ou votre entreprise en général pense qu'un bon manager doit avant tout connaître le métier et mesure votre crédibilité de manager à votre compétence technique, vous avez raté quelque chose dans la transmission. En fait, en tant que manager, vous devez vous concentrer sur 3 missions. Alors, j'insiste, en tant que manager, pas référent technique, pas expert, pas chef, manager. 3 missions. La première, créer un bon environnement pour la performance des collaborateurs. Très important. Si vous avez des bons collaborateurs et qui ont des mauvaises conditions, un truc tout bête, une imprimante qui bug une fois sur 3, qui n'est pas connectée comme il faut et qui me fait perdre du temps à chaque fois, un outil qui se tord, qui s'abîme à chaque fois que j'utilise. Comment vous voulez que je réalise pleinement ma compétence, que j'aille au bout de ma compétence, que je l'exploite totalement, si c'est mon environnement qui me limite? La première chose, c'est que vous devez vous assurer que les objectifs, les contraintes de ma mission sont clairs, sont connus, sont partagés, et que j'ai les moyens nécessaires pour les atteindre. Sans cela, si vous n'avez pas créé ça, un cadre très clair avec les objectifs, les contraintes et les moyens pour les atteindre, dès que vous allez me demander quelque chose, vous allez me mettre de la pression. Vous n'allez pas être dans l'exigence, vous allez être dans la pression. Vous allez me demander quelque chose que je vais avoir du mal à faire, et plus vous allez me demander, plus ça va me mettre en stress. Ça ne va pas me motiver ou m'aider, puisque moi, je vois tous les éléments qui vont m'empêcher d'atteindre l'objectif que vous souhaitez, et ce ne sont pas des éléments que moi, je maîtrise. Vous devez me créer un environnement qui me permet d'exploiter totalement mes compétences et mon potentiel. De fait, deuxième mission, développer les compétences et les compétences de l'équipe. Vous me donnez les meilleurs outils, vous me donnez un objectif clair, mais si cet outil, je ne sais pas l'utiliser correctement, ça devient encore une fois un obstacle, un frein. Plus j'aurai la maîtrise de l'outil, des outils informatiques, techniques, plus j'aurai de pratique, plus mon quotidien sera facile. J'ai un outil que je sais utiliser facilement, je l'utilise au quotidien, ça va devenir facile. Tout est difficile avant d'être facile. C'est une phrase que je répète très souvent. La première fois que vous utilisez un logiciel, la première fois que vous faites une recette de cuisine, la première fois que vous utilisez un instrument, la première fois que vous avez conduit, c'était difficile. Et plus vous l'avez fait, plus c'est devenu facile. Donc, faire monter les compétences des collaborateurs, c'est rendre leur quotidien plus facile. Et puis, souvenez-vous que la force d'une chaîne se mesure au maillon le plus faible de la chaîne. Si vous avez un collaborateur qui est à la traîne, en difficulté, il va ralentir, pénaliser l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est que malheureusement, parfois, c'est une des raisons pour lesquelles on prend la charge. Il faut bien que je sache faire le travail, parce que lui qui ne le fait pas bien, je dois compenser. Lui qui ne le fait pas bien, vous devez monter son niveau de compétence. Vous êtes responsable de la solidité de la chaîne, pas en devenant un maillon, mais en contrôlant tous les maillons. Si vous augmentez la compétence de chaque maillon de la chaîne, vous augmentez la force de la chaîne, sans faire soi-même. Faire soi-même, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, c'est ne pas aider les gens à grandir. Bien au contraire, c'est rentrer dans ce cercle vicieux. Si je sais donner cette envie et que une difficulté devient une occasion d'apprendre, je peux mettre des gens au défi, je peux proposer des choses. Parce que la difficulté de demain va être perçue comme une opportunité de grandir, de progresser, d'avancer, et que la difficulté d'aujourd'hui va rendre demain plus facile. Donc, cet état d'esprit d'accompagnement, de faire grandir l'autre, c'est le meilleur moyen d'avancer dans les difficultés et non pas de stagner sur ce qu'on sait faire par facilité. Et de fait, la troisième mission, elle en découle, inspirer et motiver. C'est des jolis mots, je sais qu'on les voit beaucoup à beaucoup d'endroits. Inspirer, motiver, ça donne envie, mais ça ne peut fonctionner que si on a travaillé les 2 points précédents. J'ai créé un environnement et j'ai donné les compétences. Puisque j'ai créé l'environnement et j'ai les compétences pour exploiter pleinement cet environnement, on peut commencer à rêver, on peut avoir envie et des ambitions.
parce qu'on a des outils et des supports pour nous permettre d'aller plus loin. Si j'ai pas au minimum ça, que j'ai déjà du mal à faire mon boulot quotidien et que vous me demandez de rêver pour demain, je vais pas le faire. Et au contraire, je vais avoir quoi comme retour? Mon manager me demande quelque chose aujourd'hui que j'ai du mal à faire, que je ne sais pas faire. Il me vend du rêve pour demain et il est déjà même pas capable de m'aider sur mes problèmes d'aujourd'hui. Il sert à rien parce que ce que j'attends, c'est qu'il règle mes problèmes. Non, ce que vous devez faire, c'est aider l'autre à monter son niveau pour régler son propre problème. Une fois de plus, si je ne fais pas grandir les gens et je ne les motive pas, je leur mets de la pression, tout simplement. Donc, concentrez-vous sur ces 3 missions, vraiment. Faire des résultats est un indicateur de réussite. Ou non, mais c'est un indicateur de réussite. C'est pas une fin en soi. Si vos objectifs, si vos résultats sont bons, c'est que votre équipe progresse, grandit. Si vos résultats sont pas bons, c'est que vous montez de compétences ou vous avez un problème avec l'outil, probablement. Donc félicitez-vous si les équipes et les résultats progressent, mais demandez-vous ce que vous n'avez pas fait, pas encore fait, si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Concentrez-vous un peu et imaginez juste si, pendant 1 an, votre préoccupation principale était le développement de la compétence de vos équipes. Pendant 1 an, vous concentrez sur une chose, comment faire grandir mes équipes et comment créer l'environnement parfait pour eux. Quelle serait l'équipe que vous aurez dans 1 an à comparer avec l'équipe que vous avez aujourd'hui? Vous pensez que ça peut être un peu utopique? Regardez bien entre ce que je vous ai proposé comme action pour faire grandir les autres et ce que vous faites aujourd'hui qui probablement ne les aide pas à grandir. Une partie de cette déception sur cette utopie possible, vous en êtes responsable parce que vous avez cette capacité à faire et à faire vite, à faire bien, à faire rapidement, à faire à la place, parce que ça vous rassure dans votre mission, parce que ça vous rappelle votre compétence technique, parce que ça rassure vos coéquipiers, vos collaborateurs sur votre compétence, mais de fait, vous ne faites pas grandir les autres. De fait, il y a un mot-clé que vous devez retenir, déléguer. Alors, déléguez pas pour vous débarrasser d'un problème, mais déléguer pour amener les gens à prendre leurs responsabilités. À chaque fois que vous déléguez, vous mettez dans les mains de votre collaborateur une responsabilité et vous devez vous créer l'environnement, la compétence, pour qu'il ait la capacité de gérer cette responsabilité et d'en faire un succès. Il y a succès, vous le félicitez et secrètement, vous pourrez vous féliciter parce que vous savez que c'est grâce à ce que vous avez fait qu'il a grandi et qu'il a réussi. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous êtes allé trop vite? Est-ce que vous avez oublié de transmettre des bases, des éléments? Est-ce que vous l'avez lâché trop rapidement? Mais ce sera lié à votre responsabilité. Comment vous faites grandir les gens à travers la délégation. Et quand vous déléguez, vous avez du temps pour vous occuper des uns et des autres. Rappelez-vous une chose, les gens qui ont été embauchés, ils ont été embauchés pour faire un travail. Ne le faites pas à leur place, mais aidez-les à le faire aussi bien que vous quand vous étiez à leur place. On en revient à cette capacité technique, mais si j'étais pas à leur place, rappelez-vous, vous avez dans votre entourage, direct, indirect, des gens qui ont la compétence et que vous saurez mettre en relation. Il n'y a pas de limite. Et pourquoi j'insiste énormément sur ça? Parce que peut-être que aujourd'hui, vous avez la compétence pour accompagner, pour rattraper. Et vous pouvez former vous-même. Déjà former, hein, pas faire, hein, former. Mais je ne sais pas où vous en êtes sur l'intelligence artificielle, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous serez dépassé. Dans 1 an, 2 ans, vous allez recruter des gens qui vont avoir un niveau sur l'IA bien plus supérieur que le vôtre. Parce qu'ils l'utilisent déjà au quotidien, dans leurs études, dans leur formation. Et quand ils vont arriver, ils vont utiliser des outils que vous ne connaissez même pas. Donc cette technicité, elle va être quelque part dépassée. Et il y aura d'autres options, d'autres solutions, mais que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous allez rattraper votre retard technique? Est-ce que vous allez demander aux gens de faire un pas en arrière pour revenir à votre technicité et refuser la modernité? Vous allez devoir vous appuyer sur les compétences des autres pour justement faire monter le niveau de votre équipe au-delà de votre propre compétence technique. Rappelez-vous, la compétence technique peut être un frein par rapport à ça. Si vous ne savez rien, vous allez vous appuyer sur l'équipe. Si vous savez tout, vous allez avoir tendance à freiner votre équipe. Préparez-vous à ça. Mettez un pas en arrière, aidez les gens à grandir. Je suis prêt à discuter de chacun des points avec vous. Je dirais même chacun des mots si vous le souhaitez. Si nous ne sommes pas d'accord, c'est parfait. On pourra plus s'enrichir de nos désaccords que si nos accords sont déjà alignés. Personne ne sait tout, personne n'a raison. Et je dirais même que les vérités sont de plus en plus temporaires. Donc le succès, il n'est pas dans ce que je crois, il est dans la complémentarité des idées et des valeurs. Je crois à l'ensemble, je crois à cette complémentarité, je crois à l'évolution permanente et au mouvement
d'où le choix de notre logo. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Si tout ça vous parle, ou mieux même vous dérange, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui vont venir avec d'autres sujets, d'autres thèmes pour faire évoluer le management. Aujourd'hui, le management, le leadership est arrivé en bout de souffle. Je vois des frustrations dans les entreprises, je vois des résultats laborieux, je vois de plus en plus de burn-out. C'est lié à un management qui n'est plus adapté. Il faut faire vivre ça autrement. Parce que l'humain est la solution à tous nos problèmes. C'est notre croyance profonde. Il faut réapprendre à travailler ensemble. Et je suis là pour vous donner mon avis sur cette manière de travailler, sur la manière de faire évoluer les choses dans cette complémentarité, toute génération confondue, toute culture confondue. On a tous à apprendre les uns des autres. C'était Damien Reillard pour Vitruve Concept.